Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Aurélie Godefroy, journaliste et écrivaine, et j'ai l'immense plaisir d'animer ce podcast exceptionnel en l'honneur de l'anniversaire de la mort de Carl Gustav Jung. Un podcast en 3 parties, nous découvrirons dans la première la vie de ce père fondateur de la psychanalyse, avant de mieux comprendre son œuvre dans la seconde, puis de conclure avec l'écho que celle-ci peut avoir aujourd'hui dans la pratique de la psychothérapie et de la psychanalyse. Ce podcast est édité par Inexploré. Vous le retrouvez sur notre plateforme Inexploré Digital en intégralité pour les abonnés. Pensez à nous soutenir pour profiter de tout l'univers inexploré, des articles, des podcasts et nos magazines trimestriels en format papier et numérique. Il s'agit donc d'un des pères fondateurs de la psychanalyse et sans doute le plus controversé, occupant une place à la fois éminente et tout à fait originale. Cette singularité s'est manifestée, entre autres, par le fait qu'il n'a pas voulu a priori exclure la question spirituelle du champ de l'investigation scientifique. Pour lui, au niveau de profondeur où le soi, centre et totalité de l'âme, est impliqué, l'homme est directement confronté au sacré comme puissance, par-delà les dogmes et les croyances. Jung voyagera beaucoup et se nourrira des influences les plus diverses, philosophie, mythologie, gnose, alchimie ou encore orientalisme. Lorsqu'il meurt en 1961, il laisse une œuvre monumentale, traduite dans plusieurs langues. Célèbre dans le monde entier, il compte autant de détracteurs que de partisans. Bertrand de la Vessière est avec nous pour en parler et tenter de décrypter l'histoire de cette personnalité complexe. Bertrand de la Vessière, comment est-ce que vous expliquez ce retour en grâce de Jung aujourd'hui ? Je crois qu'on a besoin de complexité. D'une part, on ne peut pas se contenter d'explications simples pour trouver le sens de notre vie. Ensuite, je pense qu'on avait besoin d'abord de digérer un petit peu les premiers acquis de la psychanalyse, à savoir que, comme le disait Freud, le moi n'est pas le maître dans sa maison, il y a un inconscient perturbateur. Bon, ça, maintenant, on le sait, on est à peu près au fait des causalités, on sait comment expliquer à partir de l'histoire du sujet ce qu'il est devenu. Par contre, ce que l'on ne sait pas, c'est que l'inconscient, enfin ce que l'on ne sait pas, ce vers quoi on revient, c'est vers une définition plus large de l'inconscient. À savoir que l'inconscient, c'est aussi une source, c'est aussi un processus, c'est aussi une dynamique à laquelle on peut se relier. Et ça, c'est ce qui résume le parcours de Jung, son évolution à partir des premiers temps. Alors, on reviendra sur cette histoire, bien évidemment, plus précisément, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, Jung a quand même été victime d'un malentendu. C'est important de le préciser, me semble-t-il, d'emblée. Bertrand de la Vessière, donc vous exercez la psychothérapie analytique jungienne. Oui. Vous êtes également conférencier et auteur. Vous avez publié Le travail des rêves, psychothérapie analytique jungienne, et c'est aux éditions Dauphin. Oui, je précise que le sous-titre de ce livre, c'est « Clinique alchimique ». Tout un programme. Tout un programme. Alors, c'est vrai que quand on évoque Jung aujourd'hui, on le qualifie à la fois d'homme de science, de psychologue, de philosophe, parfois même de mystique. Jung, c'est tout ça en même temps ? Alors, Jung est psychiatre. Il a fait des études de psychiatrie, et il a exercé, et c'était un grand spécialiste du traitement ou de l'accompagnement des psychoses. Bon, il a publié ses premiers livres sur la démence précoce, c'est-à-dire la schizophrénie, sur le contenu des psychoses, sur les expériences d'association qui, à l'époque, concernaient ses patients et qui, d'ailleurs, l'ont fait connaître. Et c'est pour ça qu'il a rencontré Freud, qui lui-même faisait des repérages analogues avec d'autres moyens. Donc Jung est psychiatre au départ. Et puis, il a une ascendance intellectuelle, confessionnelle, spirituelle, qui l'amène à s'intéresser beaucoup aux phénomènes religieux, à, si je puis dire, l'instinct religieux qui est en l'homme. Bon. Donc, il va au moins développer cette facette
Enfin, il va beaucoup la développer, pas au moins, il va beaucoup la développer, notamment dans la deuxième partie de sa vie. Il va beaucoup s'intéresser au rapport entre la psychologie et la religion. Il va beaucoup s'intéresser aux images et aux dynamiques et aux énonciations qui sont communes à la psychothérapie, à la psychanalyse et aux grandes religions, grands mouvements religieux. Bon. Son premier livre important sur le sujet, c'est Les Métamorphoses et Symboles de la libido, où il se rend compte que, curieusement, des thèmes traditionnels apparaissent dans les rêves et les visions de ses patients. Il fait cette reconnaissance. Ce rêve, d'ailleurs, va lui coûter l'amitié de Freud pour différentes raisons, sur lesquelles on pourra revenir tout à l'heure si vous voulez. Mais d'entrée de jeu, il souligne que quelque chose se répète d'une certaine façon, que des images traversent les siècles et qu'on les trouve aussi bien dans les traditions philosophiques et spirituelles que dans les rêves et les fantasmes de ses patients. Et ces images, elles ne viennent pas pour rien. Alors, effectivement, c'est ce que nous verrons dans le deuxième épisode de ce podcast avec Marie-Laure Colonna. J'aimerais qu'on reste vraiment sur l'histoire de Jung. Est-ce qu'on peut revenir tout d'abord sur son enfance? Dans quel contexte a-t-il grandi? Il a eu une enfance pauvre, parce que ses parents... son grand-père était professeur de médecine, son autre grand-père était le pasteur le plus important de Bâle, mais ils avaient eu chacun 13 enfants, donc il ne restait pas grand-chose. Et il a vécu une enfance pauvre. Son père était un pasteur d'une petite paroisse, et jusqu'à son mariage, il vit pauvrement. Voilà. Son enfance est à la fois pauvre et en même temps riche intellectuellement et spirituellement. Mais est-ce qu'on sait quel type d'enfant c'était? Quelle personnalité il avait? Il vivait à la campagne, il parlait un petit dialecte alémanique. Quand il arrive à l'école, au collège, il est un peu complexé d'ailleurs, parce qu'il se trouve... avec des gens de la bourgeoisie bâloise, des enfants de la bourgeoisie bâloise qui parlent français, lui il ne parle que ce dialecte. Bon, il s'est vite rattrapé parce qu'il avait quand même des capacités hors normes. Il était plutôt bagarreur, on peut dire qu'il s'est élevé un peu seul. Hein. Il a manqué de parents. Voilà. Au sens où on l'entend maintenant, il a complètement manqué de parents. Donc il s'est élevé seul. Bon. Sa mère était quand même un peu bizarre. Elle appartenait à une famille de spirites, de gens qui avaient commerce avec les esprits. Et il faut quand même dire qu'à l'époque, le spiritisme, c'était une branche de la psychiatrie. Hein. Il ne faut pas ridiculiser cette influence spirite. D'ailleurs, Jung s'est fait connaître. Il a fait sa thèse sur les phénomènes spirites. Il a fait une espèce de psychopathologie des phénomènes spirites. Bon. Alors, donc, son enfance était pauvre, son enfance était originale. Il a eu une enfance d'enfant sauvage, si je puis dire, mais tout de même avec des familles qui n'étaient pas loin et qui étaient très puissante sur le plan spirituel et intellectuel. Alors, sur le plan financier, vous l'avez souligné, ça ne suivait pas forcément, puisqu'ils n'ont même... Enfin, ça a même été compliqué pour lui financer ses études de médecine, je crois. Ses études de médecine, il a pu les faire miraculeusement grâce à la générosité d'un oncle à qui il a emprunté de l'argent, qu'il a rendu ensuite. Mais ça a été juste, hein, parce que le conseil de famille avait décidé qu'il serait employé de bureau ou quelque chose comme ça. Hein. Bon... Mais lui, il y tenait, il a réussi. Il y a une petite anecdote. La première fois qu'il va au théâtre, il a 20 ans. Et il a honte, il se demande s'il a le droit de faire une chose pareille. Il faut dire aussi que jusqu'à son mariage donc avec Emma, il vit de manière pauvre. Et lorsqu'il va à Paris, à l'époque, il travaille à l'hôpital cantonal
de Zurich, le fameux Bürgersli, dirigé par Bleuler, après Forel, et il est très mal payé. Il n'a même pas une tenue de rechange. Il a un pantalon et une chemise. Et quand il va à Paris, il prend des congés pour vivre à Paris, il vit avec 1 franc par jour. Donc il n'a pas dû faire de folie. Et en plus, comme son père était mort relativement jeune, il a dû assumer sa mère et sa sœur qui n'avaient pas de ressources, qui étaient hébergées, qui avaient un logement, mais qui n'avaient pas de ressources. Et c'est lui qui assumait toute la famille. Et puis un beau jour, il a rencontré donc celle qui est devenue sa femme, qui était une femme très, très riche, d'une famille très riche. Je crois que c'était la seconde fortune de Suisse. C'était la seconde fortune de Suisse, absolument. Voilà. Bon. Alors, comment se déroulent ces études? Est-ce qu'il est animé par un désir de revanche? Je pense que Jung était quelqu'un de très ambitieux et qu'il était effectivement animé par l'envie de s'en sortir. Mais il n'y avait pas que ça. Je pense d'ailleurs que son ambition est au principe de la place qu'il a occupée dans le mouvement psychanalytique ensuite, quand il a rencontré Freud. Freud l'avait institué comme son dauphin, mais Freud avait besoin de lui aussi. Mais racontez-nous comment c'est passé. Oh, ils ont commencé par des dialogues épistolaires. Et puis, un beau jour, Jung est allé le voir, est allé voir Freud. Et l'histoire dit qu'ils ont parlé sans interruption pendant 10 ou 12 heures. Enfin bon. D'ailleurs, les 3 premières heures, c'est Jung qui parlait. Il avait tellement de choses à dire. Et puis, à un moment donné, Freud lui a dit, écoutez, mon ami, si nous serions les problèmes... Bon, et puis ils ont quand même continué à parler pendant très, très, très longtemps. Ça a été une rencontre extrêmement impressionnante, en tout cas pour Jung. Freud, je ne sais pas ce qu'il en a dit, parce que beaucoup de choses ensuite ont été effacées, ont été réécrites, dans la mesure où ils sont... Jung a été excommunié à partir des années... Il rencontre Freud en 1907. Il a quel âge alors, lui? Ben, il est né en 75, donc il a 25. Oui, c'est un jeune médecin. C'est un jeune médecin, il a une trentaine d'années, alors que Freud a 15 ans de plus. Voilà. Et oui, enfin, la rencontre est très, très impressionnante pour Jung. Je ne sais pas si dès la première rencontre, il parle de sexualité. Vous savez que c'était un des piliers de la théorie de Freud, qui considérait que beaucoup de choses, voire au début, parce qu'après il a évolué, beaucoup de choses dépendaient de l'énergie sexuelle, voire tout, et notamment de l'histoire sexuelle de la personne. Je ne sais pas s'ils en ont parlé à la première rencontre. Par contre, ce que je sais, c'est qu'ils ont parlé, enfin ce que j'ai relu, pardon, c'est qu'ils ont parlé des phénomènes occultes, et Freud s'y intéressait. Mais il n'avait pas envie que ça se sache. Et parce qu'il pensait que ça allait porter tort à la discipline qu'il était en train de créer. Bon. Et Freud n'a pas vraiment répondu à Jung, qui lui s'intéressait beaucoup à ces choses-là. Il s'intéressait beaucoup à ces choses-là parce qu'il s'intéressait au non-moi, à ce que le moi ne contrôlait pas et ne contrôlait pas du tout. Ben, vous savez, il nous arrive beaucoup de choses que l'on n'a pas choisies. Il arrive beaucoup de choses que l'on ne comprend pas, que l'on ne peut pas expliquer rationnellement. Il y a, par exemple, des coïncidences signifiantes, les fameuses synchronicités. Bon, c'est un mot qui est passé dans le langage courant, qui font qu'à un certain moment, des événements se produisent, et puis des événements intérieurs et des événements extérieurs se répondent sans qu'on puisse établir la moindre cause entre eux. Alors, lorsqu'ils se rencontrent, je ne sais pas à quel moment cela s'est produit, un jour, Jung entend un craquement dans une bibliothèque de la pièce où ils sont. Et il dit à Freud, mais vous savez, ça va se reproduire. Et ça s'est reproduit, et Freud était blême.
parce que pour lui, ça ne pouvait pas exister, ces événements inexplicables. Bon, c'est de l'anecdote, mais quand de telles choses se produisent, on doit au minimum s'arrêter et se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est en train de dire? Qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire? Voilà. Mais alors racontez-nous, donc ces échanges durent combien de temps entre Freud et Jung? Comment se passe cette forme de collaboration, si c'est le terme? C'est une collaboration qui n'est pas très... ils ne se voient pas souvent, mais ils échangent beaucoup. D'autant que Freud, craignant que la psychanalyse ne soit considérée que comme une affaire juive, se dit, c'est bien que Jung et les Zurichois nous rejoignent. Et c'est bien que Jung prenne la présidence du mouvement international de psychanalyse. Ils ont créé le mouvement ensemble. Hein, et vous avez présenté Jung comme un fondateur de la psychanalyse. C'est à la fois vrai dans la mesure où il a mouillé sa chemise pour faire connaître la psychanalyse et pour la développer. Il a animé une revue, il a organisé des congrès, etc., etc. Puis en même temps, c'est pas tout à fait vrai parce que il y a des tas de bases de la psychanalyse dont il s'est totalement Mais alors, détaché. quel est le fruit de son échange, de ses échanges avec Freud? Je pense que ça l'a fortifié dans sa propre reconnaissance de l'inconscient. Bon, les expériences des associations lui avaient fait comprendre qu'il y avait des complexes qui agissaient et qui pouvaient, se manifester à l'insu de la volonté de la personne. Bon, ça l'a confirmé dans l'importance de l'inconscient. Là, ils étaient d'accord, Jung et Freud, là-dessus. Ensuite, ils ont beaucoup parlé du transfert, c'est-à-dire du rôle du thérapeute dans l'activation de l'inconscient. Bon. Alors, il y a eu des divergences. Conception jungienne n'est pas tout à fait la même que la conception freudienne, mais enfin, bon, ils étaient d'accord l'un et l'autre sur l'importance du transfert. Bon. Je vous dirais, à mon sens, hein, même si Jung a été complètement subjugué par Freud, ce qu'il a découvert par lui-même et ce qu'il a découvert ensuite est autrement plus important. Alors, on va y arriver. Simplement, bon, à un moment donné, leurs chemins se séparent, il y a rupture. Comment le vit Jung? Comment ça se passe, cette rupture? C'est jamais facile. En même temps, il est déchargé de tout un tas de tâches qui concernent l'animation du mouvement psychanalytique, donc il va pouvoir se consacrer à ses propres recherches. Bon. Mais en même temps, il perd une amitié qui était au bout de 7 ans, je crois. Hein. Oui, à peu près, oui. Donc, comme à ce moment-là, il vit une autre rupture avec une femme qui a eu beaucoup d'influence dans sa vie, qui s'appelle Sabina Spielrein. Et il vit, on pourrait dire, un épisode dépressif. Bon, sauf qu'il est costaud et qu'il en fait quelque chose, quoi. Alors, dites-nous ce qu'il en fait de cet épisode dépressif. Est-ce que c'est là que le livre rouge intervient, justement? Il décide effectivement de laisser venir ses visions, de laisser venir ses fantasmes, et pendant 4 ans, il fait ça. Dans le même temps, il faut quand même dire, il assume son boulot, il a des consultations, il écrit des conférences, etc. Mais enfin, bon, il y a certains moments où il a vécu des expériences qu'on pourrait qualifier de chamaniques, qui l'ont sacrément secoué. Bon. Ces visions, il dira après, cette confrontation avec l'inconscient, il dira après que c'était la matrice de son œuvre. C'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être beaucoup plus important que sa rencontre avec Freud. Bon. Il dira après que c'est la matrice de son œuvre, et en relisant le livre rouge,
on peut se dire que c'est assez vrai. Parce qu'on trouve dans le livre rouge l'intuition de ce qu'il découvrira dans l'alchimie. On trouve dans le livre rouge des expériences qui le situent dans une sorte de conjonction des opposés, où il doit faire l'expérience de quelque chose et puis de son opposé, et en même temps se détacher des deux et se tenir à distance des deux. Bon. Dans le livre rouge, on se rend compte aussi qu'il est enseigné par l'inconscient. Il est enseigné, plus exactement, par des personnages, par des personnifications de son inconscient. Mais on a vraiment l'impression à certains moments que ça vient d'ailleurs, que ça ne correspond pas forcément à ce qu'il avait étudié. Ça ne correspondait pas forcément à des choses qu'il avait pensées. Donc il reçoit un enseignement. Et cet enseignement, bien sûr, il va falloir qu'il le décrypte, il va falloir qu'il le trie, il va falloir qu'il l'analyse. Et il va passer ensuite plusieurs années à ça. Et ça va devenir une partie de son œuvre. Il n'a pas été publié tout de suite, ce livre rouge. Alors, ce qui est très troublant, c'est qu'effectivement, on pourrait dire qu'il vient d'être publié. Non, il a été publié maintenant il y a plus d'une dizaine d'années en français et en anglais. Mais Jung ne voulait pas qu'il soit publié de son vivant, pour différentes raisons. D'abord parce que la forme du livre est extrêmement baroque. Ce sont des visions, c'est ce qu'on appellera ensuite des imaginations actives. Bon. Ensuite, il rencontre l'esprit, ce qu'il a appelé l'esprit de l'inconscient. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'esprit de l'inconscient, il se moque un peu de nos considérations prudentes, il se moque un peu de notre rationalité. Donc Jung avait peur que ce livre n'accentue encore la réputation que les Freudiens lui avaient fait d'être un illuminé, d'être un mystique. Et il a préféré en différer la publication, parce que dans le même temps, il avait forgé, enfin dans le même temps, plus exactement, au cours de sa vie, après le livre rouge, il a forgé une œuvre qu'on pourrait qualifier de scientifique, parce que les types psychologiques, dialectiques du moi et de l'inconscient, et un certain nombre d'autres ouvrages, les fondements de la psychologie analytique, ça peut être lu par n'importe quel psychiatre, psychanalyste ou psychothérapeute, même rationnel. Par contre, le livre rouge, c'est une expérience chamanique. Voilà, dont il est sorti plus fort. Et il le dit dans ce livre qui s'appelle Ma vie en français, Souvenirs, rêves et pensées. Il s'était rendu compte que au cours de ses visions, il y avait une évolution, que les images évoluaient et que lui-même évoluait. Et c'est ça, en fait, qu'il a découvert déjà au cours de ses visions et qu'il retrouvera dans l'alchimie, c'est que l'inconscient est un processus qui se transforme en fonction de l'attention qu'on lui prête, dont l'influence exerce permet une transformation de la conscience. Et dans cette confrontation dialectique entre le conscient et l'inconscient, les deux se transforment. C'est-à-dire l'inconscient qui était perturbateur et négatif, notamment, il devient organisateur. Voilà. Alors, vous venez d'évoquer l'alchimie, il y a aussi la redécouverte du mythe chrétien. Alors, Jung, j'ai souvent entendu dire que c'était un orientaliste. Alors, c'est vrai qu'il s'est intéressé aux religions orientales, mais pas superficiellement, parce qu'il était intelligent, mais quand même, c'est pas le spécialiste des religions orientales. Il a essayé de voir en quoi elles pouvaient nous concerner. Il a plutôt conclu que comme nous étions des Occidentaux, comme nous avions un terroir, ce
qui était plus décisif pour nous, c'était de comprendre le christianisme. Et ensuite de voir si on ne pouvait pas en faire une autre interprétation et si on en avait encore besoin dans les temps à venir. Sa réponse est carrément positive. Hein. Dans ses derniers livres, il est sans équivoque à ce sujet. Hein. Il a d'ailleurs expliqué en partie une catastrophe psychique qu'a vécu Nietzsche par le fait qu'il a voulu passer par-delà le christianisme. Bon, le christianisme, c'est quand même la religion du sacrifice. Bon. Je fais un rapprochement avec la psychothérapie. En psychothérapie, on passe notre temps à juguler les prétentions à la toute-puissance, à l'omnipotence, à l'inflation, etc. Donc le christianisme a encore quelque chose à nous dire. Bon, évidemment, il n'a pas parlé du christianisme de manière confessionnelle, ni de manière naïve. Je crois qu'il était assez d'accord avec Freud sur le fait que certaines formes de croyances sont des fixations infantiles. Mais est-ce que lui-même, il pratiquait une certaine religion ou spiritualité? Écoutez, quand on lui a demandé s'il croyait en Dieu, il a répondu « I don't believe I know », c'est-à-dire « je sais ce qu'il en est de l'expérience de Dieu ». Voilà. Alors, il pratiquait à sa manière, c'est-à-dire qu'il a substitué aux génuflexions et aux prières d'autres exercices spirituels qui sont l'écoute des songes et la pratique de l'imagination active. C'est quelque chose effectivement qui pourrait nous interroger. C'est que personne mieux que lui n'a éclairé à l'époque moderne le christianisme. Il a notamment fait une interprétation psychologique du dogme de la Trinité qu'il faut lire. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Vous savez que les pères de l'Église se sont battus comme des chiffonniers pour savoir si le Père, le Fils et l'Esprit procédaient du Père, ou si l'Esprit procédait du Père et du Fils. Des trucs qui nous semblent extravagants aujourd'hui, se battre là-dessus, mais après tout, hein, il y a des débats d'écoles de psychanalyse et de psychologie qui ressemblent à ça. Hein. Bon, est-ce que l'inconscient est seulement perturbateur? Est-ce que l'inconscient est créateur? Est-ce qu'il est à la fois perturbateur et créateur? Bon. Pour résumer, c'est un esprit créateur. Cet esprit créateur, on va en trouver les traces si l'on s'intéresse à l'inconscient. Le Fils, ça pourrait être l'homme, ça pourrait être l'accès à une conscience nouvelle, mais d'abord c'est une faculté de discrimination, d'abord c'est une séparation avec le Dieu créateur et avec l'esprit créateur. L'homme doit affirmer, quitte à nier d'ailleurs. Et puis, vient un moment où le Père et le Fils vont se réconcilier dans l'alliance. Et de même que... Et ça donne le Saint-Esprit, ça donne une autre intelligence. Par ailleurs, c'est pas tout à fait ça l'interprétation du dogme de la Trinité. Il faudrait ajouter ceci. Quand la conscience s'ouvre à l'inconscient, de manière lucide et déterminée, et humble, lucide et déterminée. Elle est nourrie par l'inconscient, mais l'inconscient est éclairé aussi. Et il se produit une espèce de saut qualitatif dans l'intelligence et dans la sensibilité, une espèce de fonction transcendante qui se met à l'œuvre. Voilà. Et ben c'est ça le Saint-Esprit. Merci pour ces précisions. Alors revenons à l'histoire de Jung. Donc il produit un certain nombre d'ouvrages. Son œuvre est absolument colossale.
Comment se déroule justement la suite de sa vie après l'écriture de ce fameux livre rouge, justement? Alors, comme vous le dites, son œuvre est colossale. Je reprenais pour préparer l'émission le dictionnaire raisonné des œuvres de Jung qui était paru aux éditions du Martin, qui a été publié par les éditions du Martin Pêcheur. Et là, j'étais effrayé. Mais comment est-ce qu'il a eu le temps de vivre? Parce qu'il a écrit. Alors, il paraît que Jung est un ogre. Alors, je ne sais pas s'il a dévoré beaucoup de jeunes femmes, comme on prétend que ça a été le cas, mais je ne vois pas comment il aurait eu le temps de le faire en ayant autant écrit. Bon, Mais cet appétit peut s'exprimer dans différents domaines de sa vie. C'était un ogre, il avait une puissance de vie. Il faut demander à ses patients s'ils ont été dévorés. En tout cas, s'il y a quelque chose qui les a dévorés, et qui nous dévore, nous d'ailleurs aussi analystes, c'est l'œuvre de Jung. Elle est dévorante. On entre en religion, il ne faut pas exagérer, mais enfin, on est pris là-dedans, on devient prisonnier de cette œuvre tellement elle est vaste, tellement elle est importante aussi. Donc, en ce sens, on peut dire que Jung est un ogre. Donc, en fait, il partage son temps entre ses patients, l'écriture, c'est cela? Oui, parce qu'il continue à écrire. Bon, il a cette expérience cuisante au sens de transformante. La cuisson en alchimie, c'est la transformation. Hein. Il a cette expérience cuisante de 1913 à 1917. Ensuite, il travaille, il essaie d'élaborer, il essaie d'analyser ses visions et jusqu'à la fin des années 20, jusqu'à sa rencontre de l'alchimie. Encore que la rencontre de l'alchimie qu'on date à 1929, elle est préalable. Il s'intéresse déjà un peu à l'alchimie avant, puisque quand il rencontre Marie-Louise von Franz, qui était une de ses continuatrices en 1930, il dit qu'il réunit des éléments sur l'alchimie déjà depuis presque une dizaine d'années. Donc, bon, bref. Ça, il continue à écrire beaucoup. Il écrit les types psychologiques, qui est une psychologie critique, qui est une psychologie de la conscience, qui est un livre qui figure dans quasiment toutes les bibliothèques de psychothérapeutes. Il y a même des dérivés assez extravertis, comme le MBTI qui est utilisé dans le monde professionnel. Bon, les types psychologiques ont pour nous la vertu de nous permettre de relativiser, c'est-à-dire tout ce qu'on peut croire, tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut raconter, et nos théories scientifiques aussi, sont quand même étroitement liées au type de la personne, est-ce qu'on est introverti, extraverti, et à la manière dont on se débrouille dans le monde, est-ce qu'on utilise davantage la pensée ou davantage des fonctions de perception, etc. On l'évoquera dans le 3e épisode. Il écrit les types psychologiques, il écrit la guérison psychologique, il écrit des tas de choses, mais lorsqu'on lit Souvenirs, rêves et pensées, qui date de la fin de sa vie, le livre est paru, il était mort. Mmh. Hein, est-ce qu'on peut dire que c'est un livre testament, du coup? Non. Non. C'est une vraie fausse autobiographie dans laquelle on trouve quelques éléments qu'il a bien voulu livrer sur sa vie d'homme, sur sa vie privée, etc. Mais ce qu'il y a de plus intéressant dans Souvenirs, rêves et pensées, c'est ce qu'il dit sur la jeunesse de son œuvre. Ce sont ses pensées tardives, ce sont ses pensées sur la mort, etc. Bon, pour le reste, il vaut, à mon avis, pour en savoir long sur la vie de Jung, il vaut mieux lire le bouquin de Der de Beer, qui s'appelle Jung, qui est un bouquin très intéressant. Donc Jung continue à écrire. Il écrit Les racines de la conscience. Il écrit bon, mais dans ma vie,
j'ai été surpris de voir que les livres qu'il cite, c'est Psychologie et alchimie, c'est Aion, c'est la psychologie du transfert, c'est les racines de la conscience, c'est Mysterium Conjunctionis. C'est-à-dire la quasi-totalité de ce qu'il cite, si on accepte les types psychologiques, la dialectique du moi, de l'inconscient et ses ouvrages de psychiatrie, la quasi-totalité de ce qu'il cite, lui, ce sont ses œuvres de psychologie alchimique ou de psychologie des religions. Voilà. Alors, vous comprendrez pourquoi, dans ces conditions, vous comprendrez pourquoi il a été marginalisé. Parce qu'on pourrait presque dire qu'il s'est désintéressé de la psychanalyse classique, orthodoxe. Voilà. Et alors, vous évoquiez ce dernier livre où il nous livre ses pensées justement sur la mort. Que nous dit-il sur la mort? Et question annexe, lui-même, donc dans quelles conditions est-il décédé? Comment ça s'est passé? Il est mort en paix. La veille il avait quel âge, pardon? Il avait 86 ans, quelque chose comme ça. La veille de sa mort, il a dit « Let's have a really good bottle ». Il aimait bien le vin, il aimait bien les grands vins. Et je trouve ça très rassurant, d'ailleurs. Je ne croirais pas en un grand homme qui n'aime pas le vin. Et donc, voilà, il meurt en paix. Il meurt, je ne sais pas s'il est mort dans son sommeil. Bon, ce que j'ai retenu, moi, c'est qu'il nous dit que nous devons nous tenter de nous faire une idée de ce qu'il y a après. Il dit c'est un archétype, c'est-à-dire c'est une obligation de penser. C'est un impératif d'imaginer. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Il y a en nous cette nécessité d'imaginer ça. Voilà. Pour le reste, alors je vais vous faire un aveu, je n'ai pas relu depuis longtemps ce qu'il disait sur la mort. Une phrase m'avait beaucoup frappé à l'époque, c'était nous devons tenter d'apprécier notre vie à la lueur de l'éternité. Qu'est-ce que ça vaut ce que je vis en fonction de l'éternité? Voilà. Je crois qu'il n'excluait pas tout à fait l'hypothèse de la réincarnation. Si, j'oublie de dire quand même quelque chose d'important. Il dit que c'est un accomplissement. C'est à ce moment-là que la totalité se reforme, au moment de la mort. Et que ça doit également orienter, inspirer toute notre vie, cette recherche de totalité. Et alors, pour terminer, j'aimerais bien vous demander votre Jung à vous. Comment vous le définiriez? Là, je parle de sa personnalité. Parce qu'en en fait, en vous écoutant, on a le sentiment que c'est un homme, encore une fois, multifacette, mais pas uniquement dans son œuvre, aussi dans sa manière d'être, avec les autres notamment. Qui était Jung? Un phénomène. Un phénomène... je ne suis pas sûr que j'aurais aimé le fréquenter. Il était extrêmement puissant. Il pouvait être inattendu, voire désagréable. Il n'était pas patient. Mais sa vie, c'est l'histoire d'une purification. Sa vie, son œuvre, c'est sa vie. C'est l'histoire d'une évolution. Et d'une évolution où l'homme vit pleinement, satisfait aux nécessités d'adaptation, se passionne pour des tas de sujets, s'engage, et puis en même temps, on pourrait dire, il a une vie spirituelle, oui. Donc pour moi, Jung, c'est ça. C'est esprit et matière. Jung, ce n'est pas uniquement ça, Bertrand de la Vessière? Oui,
on ne pourrait pas terminer l'émission sans dire quelque chose d'important. Jung, c'est aussi la redécouverte, ou la découverte, ou l'affirmation de l'autonomie de l'inconscient et de la créativité de l'inconscient. Lorsque vous vous reliez à cet inconscient, vous êtes entraîné par des dynamiques, vous êtes nourri par des symboles, vous êtes opéré par l'inconscient. Il faut tenir sa place, bien sûr. On n'est pas non plus totalement à la traîne, mais on doit, d'une certaine manière, s'assujettir, se relier à cette dynamique de croissance, d'évolution, de connaissance, d'approfondissement. Voilà. Donc, l'inconscient, c'est un autre qui nous informe, nous inspire et nous travaille, de telle sorte que nous nous rapprochions d'une totalité, voilà, d'une entièreté. L'inconscient nous permet de dépasser c'est important de le dire aujourd'hui, toutes les unilatéralités, tous les idéalismes. C'est la nature qui nous parle de l'intérieur. Merci infiniment Bertrand de la Vessière. Je vous invite à poursuivre ce voyage en compagnie de Marie-Laure Colonna dans notre prochain épisode où nous allons explorer plus en détail les mystérieux concepts jungiens. Après avoir découvert dans le premier épisode de la série la vie riche et passionnante de Carl Gustav Jung, je vous propose de nous pencher plus précisément sur son œuvre, qui nous offre une fresque inattendue et incroyable des débuts de la psychanalyse, mais aussi de souligner le lien entre la démarche spirituelle de Jung et sa démarche scientifique. Marie-Laure Colonna est avec nous. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors Marie-Laure Colonna, est-ce qu'on peut dire que Jung, finalement, est son propre terrain d'expérience ? Oui, c'est fondamental ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que, au fond, pendant les 50 ou 60 ans de son œuvre, qui se termine quand il a 86 ans, il a beaucoup changé de façon de voir. Il s'est même beaucoup contredit à certains moments, mais il le réclamait pour lui-même. Il était son propre champ d'expérience, tout autant que les patients au départ très compliqués parce que psychotiques qu'il avait en charge. C'est un empiriste donc, hein ? Il se veut empiriste. C'est quelque chose qu'il va répéter tout le long de son œuvre, et en particulier dans sa passionnante correspondance qui a été publiée 5 volumes chez Albin Michel. On trouve cette insistance sur l'aspect phénoménologiste, donc le côté expérimental, d'un bout à l'autre de son œuvre. J'aimerais vous présenter un petit peu plus précisément. Vous êtes philosophe, psychanalyste jungienne, membre de la Société française de psychologie analytique, et votre dernier livre s'intitule « Réenchanter l'Occident ». Alors, pour résumer la particularité de la démarche de Jung, est-ce qu'on peut dire que tout s'articule autour de ce fameux processus d'individuation, Marie-Laure Colonna ? Oui, c'est bien vraiment de commencer par ça, parce que c'est un mot bizarre, que personne ne comprend très bien, et on ne peut pas délier ces deux mots, processus, quelque chose qui est toujours work in progress, disons, quelque chose qui est toujours en marche. C'est jamais abouti, il n'y a pas un panneau avec marqué « l'individuation, c'est maintenant ». Et l'individuation, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un mot philosophique du XVIe siècle, qui vient du latin « individuum », qui veut dire qu'il ne peut pas... Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit, afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.